Alors, vous avez vu la première diapo. Napoléon, il est bien entouré. Il est bien entouré. Vous connaissez un petit peu là, les dames qui sont autour. Vous connaissez en bas à droite Madame Récamier. Elle est là. Juliette, la lyonnaise. Bon, en haut à droite, vous connaissez aussi Madame de Staël, la Suissesse, en haut à droite. Voilà. Bon. Et puis, vous connaissez moins en haut à gauche. C'est la sœur du maréchal Grouchy. Elle avait épousé Condorcet. Sophie de Grouchy, qui est devenue Madame Condorcet. Et en bas à gauche, connaissez pas non plus. Hein. Elle s'appelle Madame de Genlis et elle est connue dans le milieu éducatif parce qu'avec Madame Campan et avec Madame de Maintenon, toutes les trois, elles sont, paraît-il, les trois plus grandes éducatrices françaises. Voilà. Alors, vous voyez ce pauvre Napoléon comme il est bien entouré. Alors, ces femmes savantes m'épuisent. Et alors, donc le sujet, n'est-ce pas, c'est les salons sous Napoléon. Mais alors, le mot salon est ambigu parce que on peut penser à salon de peinture et de sculpture. Vous savez que depuis Louis XIV jusqu'au XIXe siècle, il y a eu tous les 2 ans, normalement, des salons de peinture et de sculpture. Mais là, le mot salon, non, c'est la salle à manger, le salon, c'est la pièce, c'est une pièce de château en général. Donc on disait pas salon hein, au XVIIe et XVIIIe siècle. On disait plutôt cercle ou bureau d'esprit. Alors vous avez donc ici un bureau d'esprit du XVIIIe siècle. Donc ces bureaux d'esprit, ça a commencé sous Louis XIII, Louis XIV, la Régence, Louis XV, Louis XVI. Et donc, vous voyez, on lisait des poèmes, on lisait des pièces de Voltaire au XVIIIe siècle. Vous avez un tableau que Joséphine, notre chère Joséphine, a commandé à un peintre qui s'appelle L'aumônier. Elle l'a commandé en 1812. Et là, elle a dit au peintre, est-ce que vous pourriez rassembler tous les grands esprits du XVIIIe siècle ? Alors, par exemple, vous avez une statue de Voltaire là-bas au fond. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ils sont tous autour. Et puis, il y en a un qui lit une pièce de Voltaire. Celui qui est en rouge, là, vous voyez. Voilà, Lequin. Et puis, vous avez Buffon qui est à gauche, là. Et c'est le salon de Madame Geoffrin. Madame Geoffrin, elle préside, là. Vous voyez, là. Et bon, vous avez également quelqu'un dont on va parler, il s'appelle Helvétius. Et il est là. Voilà. Alors bon, c'est imaginaire parce qu'il n'y avait pas tant de monde et puis pas autant de rassemblements de beaux esprits. Au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, ces salons littéraires consistaient à lire des pièces, des poésies. Et puis, Voltaire est arrivé, il n'y a pas que Voltaire, il y a eu donc Helvétius, on va le voir, il y a eu Diderot, il y a eu d'Alembert, et tous ces messieurs ont voulu faire de la politique, hein, parce que, bon, il y avait des raisons, hein, donc Voltaire, vous voyez, il utilise sa plume comme une épée. Voilà. Donc, on est passé de salon littéraire à salon politique dans les années 1760-1780. Alors là, voilà cette fameuse Madame Helvétius. Donc là, elle était veuve. Et Helvétius, c'est un grand esprit, très indépendant, qui a rejeté la religion et qui a qui a dit, comme Diderot par exemple, qu'il fallait faire sortir les hommes du Moyen-Âge intellectuel et les hommes devaient penser par eux-mêmes. Voilà, c'est les Lumières. Donc Madame Helvétius, à la mort de son mari, elle a créé un salon
Et donc là, vous avez un tableau peint par Van Loo. Et dans son salon, il y avait du beau monde. Il y avait Benjamin Franklin, qui était le ministre des États-Unis, qu'il appelait Notre-Dame d'Auteuil. Et Turgot, ministre des Finances, l'appelait Minette. Et son salon a pour pilier, c'est ça, la tolérance, la libre pensée, l'anticléricalisme, en plein XVIIIe siècle, hein, avant la Révolution. Voilà. Et donc ce salon, il se tenait à Auteuil, et on disait que c'était les états généraux de l'esprit humain. Et alors, vous voyez, j'ai déjà cité les noms de Diderot, d'Alembert. Diderot, d'Alembert, c'est les chefs de l'encyclopédie qui a été publiée grâce à Malesherbes d'ailleurs, donc dans les années 1780. Condorcet, je vous ai dit que Sophie de Grouchy, c'était Madame de Condorcet. Chamfort, que j'aime beaucoup, là, c'est presque un humoriste, Chamfort. Et puis il y avait le vieux Fontenelle et le jeune Cabanis. Alors Fontenelle, vous savez qu'il est mort à 100 ans. Et donc un jour qu'il était chez Madame Helvétius, il s'est trompé de porte et il est rentré dans la salle de bain de Madame Helvétius. Et alors il a dit pardon, mais il s'est rincé l'œil quand même d'abord. Et puis il a dit ah Madame, si je n'avais encore que 80 ans, parce qu'il avait 98 ans. Donc, il était prêt à tout encore. Il y a une osmose entre certains clubs, certains cercles, et les loges maçonniques. Et là, au XVIIIe siècle, la loge la plus connue, c'est la loge des 9 sœurs. Voilà. Dont Benjamin Franklin était le vénérable. D'ailleurs, vous avez donc un jeton de présence de Benjamin Franklin. Je vous ai parlé du salon de Madame Helvétius, puis vous avez également le salon de Madame Necker. Alors Madame Necker, donc c'est la femme du contrôleur général des finances, comme Turgot l'était aussi, et elle était suissesse, hein, et donc elle était protestante, fille de pasteur. Bienfaitrice, vous savez pourquoi j'ai mis bienfaitrice? Parce que c'est elle qui a créé l'hôpital Necker à Paris, l'hôpital Necker des enfants malades. C'est la femme de Necker. Ouais. Et puis en plus, donc ils ont eu une fille unique qui a bien embêté Napoléon, qui s'appelle Germaine et qui va épouser un Suédois qui s'appelle de Staël Ostling. Et donc on va en parler, bien sûr, de Madame de Staël, on ne peut qu'en parler. Alors, vous avez aussi le salon il y en a d'autres salons, mais vous avez aussi le salon de la tante du premier mari de Joséphine, Alexandre de Beauharnais. Son père, Alexandre, et le mari de Fanny étaient frères. Je ne sais pas si vous aviez... C'est pas facile à repérer les Beauharnais, ils ont un arbre généalogique assez touffu. Et donc... elle est la tante par alliance de Joséphine. Et donc elle aussi, femme libérée, elle tient un salon un peu d'avant-garde. Hein, la liberté et l'égalité sont les dames d'atour de Madame de Beauharnais. Il y a des salons, royalistes théoriquement, mais branche orléaniste. Alors vous savez que c'était le frère de Louis XIV, là, qui a créé la branche des Orléans, qui était plus à gauche, plus à gauche que la branche principale des Bourbons. Et donc, vous avez Madame de Montesson, c'est un tableau de Madame Vigée-Lebrun, et en bas, vous avez Madame de Genlis, dont on a parlé à la première diapo, et c'est également un tableau fait par une femme peintre, Marie-Victoire Lemoine. Et donc, toutes les deux ont tenu des salons avant la Révolution. Voilà, en gros, c'est avant la Révolution. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai marqué que Madame de Montesson, c'était la maîtresse du premier duc d'Orléans, dit gros-père, qui est mort en 1785. Et Madame de Genlis, c'était la maîtresse de son fils. Son fils qui s'est fait appeler sous la Révolution Philippe Égalité.
et qui a voté la mort de son cousin Louis XVI. Vous le savez tout ça. Alors, et puis alors sous la Révolution, donc les salons royalistes font profil bas, et puis il y a des salons républicains. Bon, bah celui de Fanny de Beauharnais était déjà républicain, mais là vous avez Madame Roland, bien sûr, Madame Roland qui était girondine et qui, hélas, en 93 va passer à la casserole, va être guillotinée par Robespierre et les autres montagnards. Alors je vous mets tout ça parce que c'est pour vous expliquer tout le mérite qu'aura Napoléon d'essayer de rassembler les Français. Parce que vous avez donc les royalistes et vous avez les républicains. Et sous le Directoire, la division entre royalistes et jacobins ou républicains va se manifester dans les institutions. Vous savez que sous le Directoire, il va y avoir des coups d'État. Et alors, on dit le coup d'État du 18 Fructidor et le coup d'État du 30 Prairial. Alors, un coup, c'est les directeurs républicains qui déportent les députés royalistes. Ah oui, il y en a au moins, je ne sais plus combien, 150 députés royalistes qui ont été déportés en Guyane. Et puis ensuite, il y a des assemblées plus à gauche, donc républicaines, qui ont révoqué des directeurs royalistes. Voilà. Alors je ne sais pas si encore une fois, si vous voyez ce dont Bonaparte hérite. Alors, le voilà. En 1800, Bonaparte hérite d'une société fracturée et d'une situation politique qui paraît inextricable, puisque la révolution a duré 10 ans, hein, de 1789 à 1799. Et le Directoire, c'était théoriquement un régime plus doux que Robespierre et la Terreur. Hein. Eh ben, ça n'a pas très bien marché, le Directoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, Bonaparte, il hérite de cette situation. À droite, les royalistes, à gauche, les jacobins ou les républicains durs, disons. Mais il y a aussi les libéraux. Et là, dans les libéraux, il y a Madame de Staël, etc. Voilà. Alors, on continue. Ça, c'est un joli tableau de Bonaparte en costume de premier consul. Hein. Il avait un habit rouge. En costume de premier consul, par Gros. Et en plus, il y a une partie des opposants qui montent des attentats. Et donc, vous le savez, ça, c'est l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Donc Bonaparte allait à l'opéra, il voulait pas y aller, il avait autre chose à faire. Mais enfin, il y est allé. Et puis, les terroristes ont un peu raté leur coup, puisqu'il y a eu une explosion tardive. Et donc, il y a eu quand même entre 15 et 20 morts. Rue Saint-Nicaise. Alors, rue Saint-Nicaise, c'était dans le périmètre des Tuileries, en fait. Et Bonaparte, tout de suite, a pensé que c'était les Jacobins, les Républicains, qui avaient fait l'attentat. Et puis Fouché, enfin, c'est bien connu, ça. Fouché va lui démontrer que c'est les royalistes qui sont à l'origine de l'attentat. Alors, le premier consul a beau dire que la révolution est finie et qu'il veut réconcilier les Français. Rien n'y fait. Les oppositions persistent. Et Bonaparte, il est là pour faire des réformes définitives, quoi. Des grosses réformes, pour mettre des masses de granit sur le sol de France. C'est-à-dire le Code civil, le Concordat, etc. Et les républicains ne veulent pas entendre parler d'un rapprochement avec l'Église de Rome, parce que donc la Révolution, pendant 10 ans, n'avait fait que déchristianiser la France, hein, tout le monde le sait. Hein. Et les royalistes veulent qu'il cède la place à Louis XVIII, qu'on appelait le comte de Provence, hein, avant qu'il soit Louis XVIII, le comte de Provence, le comte de Lille aussi il s'appelait. Et donc Bonaparte leur a signifié qu'il n'en était pas question. Mais c'était pas évident. Alors là, vous avez un autre tableau, Bonaparte par Greuze qui était près de la mort. Mais Greuze est un grand peintre, mais un peintre plutôt de genre, c'est-à-dire il fait des scènes de la vie quotidienne, Greuze. Mais là, il a peint Bonaparte, très jeune, d'ailleurs on le voit très jeune.
Alors voilà, je vous ai exposé tout ça dans une longue introduction, parce que maintenant, on va faire les salons sous le Consulat et l'Empire. Donc d'abord, les républicains de la Société d'Auteuil. Je vous ai parlé de Madame Helvétius, de Madame de Condorcet. Les royalistes de la Société du Faubourg Saint-Germain, parce que ces royalistes qui rentraient d'émigration, ils étaient tous dans leurs hôtels, dans leurs beaux hôtels du Faubourg Saint-Germain. Et puis vous avez le salon de Madame de Staël et le groupe de Coppet, parce que Coppet c'est entre Genève et Lausanne, vous savez, le long du lac Léman, et Madame de Staël, fille de Necker, elle était de là-bas. Et puis vous avez le salon de Madame Récamier, bon. Et puis enfin les quelques salons bonapartistes avec Madame de Genlis qu'on a déjà vu, Madame Regnault de Saint-Jean d'Angély. Regnault de Saint-Jean d'Angély, c'était un bras droit de Bonaparte, de Napoléon, formidable, très fidèle. Et il était conseiller d'État. Et Madame la Duchesse d'Abrantès, vous connaissez Madame la Duchesse d'Abrantès, c'est la femme à Junot. C'est la femme à donc Junot que Bonaparte a eu comme sergent à Toulon. Alors revoilà Sophie de Condorcet. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la Société d'Auteuil, c'est la suite des philosophes du XVIIIe siècle, c'est la suite des encyclopédistes, voilà. Et donc Sophie de Condorcet, elle a écrit pas mal de choses sur les droits des minorités et les progrès de l'esprit humain. En fait, elle a pris la suite de son mari, qui lui, le pauvre Condorcet, il n'a pas été guillotiné, mais il s'est suicidé parce qu'il était poursuivi par les montagnards, par les robespierristes. Alors les grands noms de la société, alors vous ne devez pas le connaître lui, mais c'était le chef de la Société d'Auteuil. Il s'appelle Destu de Tracy. Il a un nom d'origine écossaise. Le chef de file, donc c'est lui, et c'est lui qui a créé le mot idéologie. Et ensuite, vous avez un médecin philosophe assez connu qui s'appelle Cabanis, qui va épouser la sœur de Sophie de Grouchy, qui s'appelle Charlotte de Grouchy. Mais je vais vous faire un petit truc sur les Grouchy. Et puis l'écrivain, vous avez Marie-Joseph Chénier, donc qui est le frère de celui qui a été guillotiné, là, André Chénier. Et puis vous avez d'autres grands noms, mais vraiment des grands noms de philosophes, Volney, Donou, vous devez peut-être le connaître, Ginguené et Fauriel. Alors à Saint-Étienne, on connaît beaucoup Claude Fauriel, puisqu'il est né à Saint-Étienne, et il y a un cours Fauriel à Saint-Étienne, et il y a un lycée Fauriel. Voilà. Alors la famille Grouchy. La famille Grouchy, au milieu, vous avez, en haut, au milieu, vous avez Emmanuel de Grouchy, c'est-à-dire celui qui mangeait des fraises pendant que Napoléon bataillait à Waterloo, ouais, qui avait loupé Blücher, ouais, enfin bon. Et donc Grouchy, il est mort à Saint-Étienne par hasard parce qu'il était avec une copine. Il avait 80 ans quand même, ça correspond à ce que disait Fontenelle. Il avait 80 ans et il rentrait d'Italie et il est passé par Valence et il allait à Vichy avec sa copine. Et puis il est allé à l'hôtel du Nord à Saint-Étienne. Et puis pendant la nuit, je sais pas ce qui s'est passé avec sa copine, mais toujours est-il que le lendemain, il était mort. Il est mort à Saint-Étienne, rue de la République, à l'hôtel du Nord, Grouchy. Et donc, j'ai pas besoin de vous refaire voilà, il est entouré de ses deux sœurs. L'une, la femme de Condorcet, à gauche, l'autre, la femme de Cabanis, à droite. Voilà, d'ailleurs, vous avez Condorcet et Cabanis. Et puis, leur petite maison, c'est le château de Villette, à Condécourt, c'est-à-dire que c'est au nord de Paris, quoi. Alors vous avez Donou, là, vous voyez, qui est un grand monsieur, parce que esprit intègre, il n'acceptera de Napoléon que la direction des bibliothèques et des archives. Parce que tous ces messieurs, dames de la Société d'Auteuil reprochaient à Bonaparte son autoritarisme. Et ils étaient plus libéraux. Voilà, alors Bonaparte va les appeler les idéologues, ça c'est important. C'est la société des idéologues. Et pour les neutraliser, il va essayer de les intégrer dans les institutions. Donc Donou, on lui a proposé le Sénat, le Conseil d'État, il n'a pas voulu.
Et on lui a donné simplement donc les bibliothèques et les archives. Ah voilà, alors là on vient de faire la société d'Auteuil. Et maintenant on passe au Faubourg Saint-Germain. Alors vous voyez, là il y a une vieille carte de Paris qui date de 1790, et vous avez les Invalides ici, et puis vous avez par exemple Saint-Sulpice à droite, là, voilà. Donc c'est tout ça le Faubourg Saint-Germain, avec plein d'hôtels d'hôtels construits au XVIIIe siècle. Voilà, avec par les De Broglie, par enfin bon, tous les nobles. Alors, on pouvait les appeler les émigrés de l'intérieur. Une foule d'ingrats, ça j'ai repris le texte du dictionnaire Napoléon de Jean Tullard. Une foule d'ingrats rappelés d'exil par Bonaparte qui leur a restitué leurs terres et leurs châteaux non vendus sous la Révolution. Personne ne peut pénétrer dans les salons si on ne s'appelle pas de Montmorency, de Polignac, de Coigny ou de Damas. Bon. Alors, tout ce petit monde va un petit peu comploter contre Bonaparte. Notamment celle-là, Madame de Champsnetz, qui est d'origine d'ailleurs hollandaise. Elle va comploter carrément dans le complot Pichegru, Madame de Champsnetz. Et puis Madame de Damas, pour ceux qui connaissent, elle a logé ce monsieur qui s'appelle Hyde de Neuville et qui était donc prêt à enlever également Bonaparte. Mais Napoléon, il a été gentil avec les femmes. Il leur a demandé, il leur a infligé comme punition l'exil en général, l'exil intérieur. Elle a été en exil à Fontainebleau. On peut pas dire que. Puis vous allez voir pour Madame de Staël, c'est encore mieux. Alors voilà, tiens, la comtesse de Boigne. Pour ceux qui aiment bien l'histoire de Napoléon, je vous le recommande. C'est dans Le Temps retrouvé, c'est une édition qui reprend des textes des livres anciens. Et j'ai bien aimé, parce elle est royaliste, mais elle est royaliste modérée, elle aime bien Napoléon. Elle reconnaît ses qualités. Alors elle dit on était divisés en deux grands partis, les gens du gouvernement et ceux qui n'y prenaient aucune part. La comtesse est rentrée d'Angleterre en fin de 1804, et donc elle fait partie d'une coterie, d'un cercle royaliste qui était modéré. Voilà. La comtesse de Boigne. Donc pour faire cette conférence, j'ai beaucoup utilisé notamment ce livre. Ah oui, très intéressant. Puis j'ai également utilisé celui-là, Les opposants à Napoléon. Pas mal. Il est pas trop contre Napoléon. Je l'ai trouvé assez objectif. C'est un journaliste qui s'appelle Gérard Minard. Les opposants à Napoléon. Parce que ces salons, c'était des salons d'opposition à Napoléon, pour la plupart. Alors, la duchesse de Chevreuse, celle-là, c'est une emmerdeuse. Et donc, la duchesse de Chevreuse, jeune et jolie, et alors, elle est extrêmement rebelle. Napoléon l'a obligée à être dame d'honneur de Joséphine. Et elle accable de son dédain les compagnes de Joséphine, rebelle et insolente, même Madame de Boigne le dit, rebelle et insolente. Elle refuse de se rendre à Compiègne auprès de la reine d'Espagne, qui était retenue à Compiègne. Et Napoléon l'exile à 40 lieues de Paris, c'était son système. Et la duchesse de Chevreuse, il la rencontre un jour dans une réception, Napoléon, et il lui dit « Au moins, vous n'êtes pas fagoté comme tant d'autres. Ce verre vous va bien. Vous avez beaucoup d'éclat. Quel malheur que vous soyez rousse !» Alors elle répond « Vraiment, si reste possible. Aucun homme ne me l'avait jamais dit. » Voilà. Alors, ça vous dit rien, Pauline de Beaumont. Si vous avez lu Chateaubriand, dans Les Mémoires de Tout-Trempe, Chateaubriand, il parle de Pauline de Beaumont, parce que Chateaubriand, c'est un drôle de coco, il en a eu, d'ailleurs Madame la comtesse de Boigne le dit, Ainsi, après s'être laissé suivre à Rome par Madame de Beaumont, quoique cela l'importunât, elle parle de Chateaubriand,
il y a tracassé et elle y est morte presque isolée. Ainsi, après avoir changé toute sa vie, s'être jeté dans le monde pour y faire rentrer Madame de Mouchy, il l'a vue devenir folle sans lui donner un soupir. Ainsi, il a à peine consenti à tracer un article bien froid dans une gazette pour honorer les cendres de Madame de Duras, qui, pendant 12 ans, n'avait vécu que pour lui. Le grand Chateaubriand, qui écrivait si bien, il était odieux avec ses maîtresses. Dixit Madame de Boigne en plus. Donc, alors cette pauvre femme, c'est affreux. Son père, elle a vu son père massacré en septembre 92, oui déjà. Sa sœur devenue folle, morte en prison. Sa mère et ses frères guillotinés le 10 mai 94, c'est-à-dire au moment où Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, est guillotinée. Donc elle crée quand même un salon où vient Chateaubriand. Passionné par l'enchanteur, parce qu'il parlait très bien, il écrivait et il parlait très bien Chateaubriand. Et passionné par l'enchanteur Chateaubriand, elle est doublement trompée par lui, oui, parce qu'il était déjà avec la Madame de Custine, et puis il foutait le camp à Rome, parce que Bonaparte lui avait demandé d'être à l'ambassade à Rome. Et donc elle va le rejoindre à Rome et elle meurt peu après. Après la société d'Auteuil, après le Faubourg Saint-Germain, c'est les royalistes. Madame de Staël, alors c'est un portrait par Gérard, fille unique de ses célèbres parents, Necker plus Madame Necker. Elle est douée d'une vive intelligence, mais elle est drôlement prétentieuse. Je pourrais vous lire plein de trucs sur elle. Vu la situation financière de son père, qui était très très riche, Necker, il était banquier à Genève, elle a de nombreux prétendants. Elle se marie finalement, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, avec il n'est même pas ambassadeur de Suède, mais enfin, il était à l'ambassade de Suède. Et alors, donc son salon réunit les partisans d'un régime à l'anglaise ou à l'américaine, c'est-à-dire libéral. Admirative de Bonaparte, au début elle était très admirative de Bonaparte. Celui-ci lui fait comprendre qu'il n'aime pas les femmes qui font de la politique et qu'il n'est pas attiré par les femmes laides. Parce que vous voyez ce tableau-là, il montre un peu la laideur de Madame de Staël. Alors elle va énerver Bonaparte avec ses intrigues et sa prétention à tout régenter. Donc vous avez Benjamin Constant, qui est l'amant pendant une certaine époque de Madame de Staël, et qui est l'apôtre du libéralisme. Et donc, dans son salon, on trouve Bernadotte et Moreau. Alors, Bernadotte et Moreau, ça veut dire des militaires jaloux de Bonaparte. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on trouve Talleyrand, lui, il mange à tous les raclés, et d'autres ministres. Il y a même Joseph et Lucien, les frères de Napoléon. Bonaparte s'émeut de cette mutinerie latente et de l'opposition à ses projets que Benjamin Constant mène au tribunat. Parce que vous savez, il y avait plusieurs assemblées, il y avait le tribunat. Et puis alors, dans ses livres, Madame de Staël, elle fait l'éloge de l'Angleterre, de l'Allemagne, des femmes, enfin tout ce que Napoléon aime. Donc en 1803, il en a marre, il lui enjoint de s'éloigner de Paris d'au moins 40 lieues. Alors qu'une lieue, ça fait 4 kilomètres. Donc 40 lieues, ça fait 160 kilomètres. Alors il devait aller vers, j'en sais rien moi, vers Auxerre par exemple, voilà, au minimum. Alors elle se plaint, Madame de Staël, mais son exil à Coppet, voilà le château de Coppet qui se trouve entre Genève et, si vous n'y êtes pas allé, si vous avez l'occasion d'aller en Suisse, arrêtez-vous. Sa punition, c'est d'aller dans le château de son père. C'est pas une punition extrêmement... Je pourrais vous dire, là on n'a pas le temps, mais je voulais faire une comparaison avec Hans et Sophie Scholl, qui en 1943 ont balancé des tracts à l'université de Munich. En 1943, ont balancé des tracts contre Hitler, en disant qu'Hitler menait l'Allemagne à la mort. C'était à l'époque de Stalingrad. Et ils ont été pris, ils ont été jugés. On a fait venir le procureur de Berlin. Ils ont été condamnés à mort et exécutés, guillotinés le lendemain.
Je ne sais pas si vous voyez la différence de traitement. Voilà. Il faut le savoir, ça, parce que Napoléon était plutôt finalement doux, comme d'ailleurs Hortense de Beauharnais, sa belle-fille, le disait dans ses mémoires. Il menaçait trop et il punissait pas assez. C'est Hortense qui le disait. Donc, alors là, pendant tout l'Empire, elle va rassembler un foyer d'opposition formidable. Voilà. Et on y verra donc beaucoup de monde, des Allemands, des Anglais, des Français. Voilà. Par ses écrits virulents et sans concession, elle a largement participé à la défaite de Napoléon. Donc, à Sainte-Hélène, Napoléon dira « Sa demeure à Coppet était devenue un véritable arsenal contre moi. Si elle m'eût adopté au lieu de me dénigrer, j'y eusse pu gagner sans doute, car sa position et son talent la faisaient régir les coteries, et l'on connaît toute leur influence à Paris. » Les coteries, c'est-à-dire les salons, les réunions. Madame Récamier. Alors Madame Récamier, c'est pas Madame de Staël, hein. C'est pas une grande intellectuelle. Elle, c'est une coquette. Mais une coquette qui était admirée par beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, là. Elle est mariée avec le banquier... Alors, elle s'appelait Bernard. Et elle est mariée avec le banquier Récamier. Mais le banquier Récamier, dans le passé, avait été l'amant, 15 ans avant, avait été l'amant de sa mère. Là. Et donc, elle est probablement la fille de son mari. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez, là ? Mais vous le saviez, ça, non ? Madame Récamier. Elle est probablement la fille de son mari. Ce qui explique que le mariage n'a jamais été consommé, parce que M. Récamier ne voulait pas coucher avec sa fille. Voilà. Donc, elle ouvre un salon rue du Mont-Blanc. On retrouve le tableau de tout à l'heure, je crois que c'est par Gérard. C'est la coquetterie personnifiée, dit la comtesse de Boigne. Tous les hommes sont amoureux d'elle, mais elle sait les décourager sans les fâcher. C'est une allumeuse qui ne consent jamais à se laisser consumer. C'est bien dit, hein ? Voilà, ça c'est dans le dictionnaire Napoléon. C'est le texte de Pierre Riberette sur Madame Récamier dans le dictionnaire Napoléon. En 1802, lors de son voyage en Angleterre, elle acquiert une célébrité. Ah oui, elle avait une célébrité formidable. Comme Brigitte Bardot. Voilà. Mais deux événements vont la placer dans l'opposition à Napoléon. Son amitié affichée avec Madame de Staël. Et puis la découverte que son père, M. Bernard, administrateur des postes, couvre des échanges de correspondance entre émigrés et chouans. Donc en 1803, son salon est fermé. Pour ne rien arranger, en 1805, son mari fait faillite. Et elle refuse une place de dame d'honneur auprès de l'impératrice. Elle rejoint Madame de Staël à Coppet en 1807 et 1809. Et à Chaumont, Madame de Staël, en 1810, elle s'était repliée sur Chaumont. Parce qu'elle pleurait de ne plus pouvoir aller à Paris, mais c'était inimaginable. L'attirance de Paris à la fin du XVIIIe siècle, et puis même maintenant, l'attirance de Paris, c'est incroyable. Et donc, Madame de Staël s'était installée à Chaumont en 1810. En 1811, elle doit s'exiler. Elle séjourne alors à Lyon, à Rome, à Naples, et ne rentre en France qu'à la chute de Napoléon. Les salons favorables à Napoléon, Madame de Genlis, qu'on a déjà vu tout à l'heure avant la Révolution avec les Orléans, voilà. Et donc, grande éducatrice, je vous l'ai déjà dit, ennemie carrément des philosophes du XVIIIe siècle, des Diderot, des Voltaire, voilà, qui avaient abandonné le christianisme. Quand elle revient d'émigration, Napoléon lui verse une pension et lui donne un logement à la bibliothèque de l'Arsenal, en échange d'une correspondance régulière de littérature, de morale et de politique. Alors, à vrai dire, Napoléon l'utilisait pour savoir ce qui se passait dans les journaux, dans les clubs, voilà. Madame de Genlis, encore par une femme peintre qui est la grande concurrente de Madame Vigelbrun, qui s'appelle Adélaïde Labille-Guillard. Et puis vous avez, je vous en ai parlé tout à l'heure, Monsieur Renaud de Saint-Jean d'Angély, joli nom, hein. Monsieur Regnault de Saint-Jean d'Angély, c'était vraiment la tête pensante de Napoléon au niveau des lois, du Conseil d'État. Et donc sa femme a tenu un salon rue du Mont-Blanc, et qui était ouvert à beaucoup de monde. Et après, elle a eu du mérite, parce qu'après la chute de l'Empire, après 1815, elle a continué
à tenir son salon, et comme elle écrivait des propos un peu contre les Bourbons, elle a été expulsée de France. Madame Regnault, très belle femme, hein, Laure de Bonneuil, épouse du comte Regnault par le baron Gérard. Voilà. Et puis vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, la fameuse duchesse d'Abrantès, c'est-à-dire Madame Junot, qui a écrit des mémoires que j'ai la chance d'avoir, parce que ça a été republié en 1969, au moment du bicentenaire de la naissance de Napoléon. Et donc la duchesse d'Abrantès, Laure de Bonneuil, épouse en 1800 le sergent La Tempête, c'est Junot, endosse Junot. Donc Napoléon les comble de bienfaits, et Madame Junot ouvre un salon où se côtoient de grands aristocrates, c'était très divers aussi, des artistes et des étrangers. Sa prodigalité irrite Napoléon, qui l'appelle gentiment Petite Peste. Et vous avez Madame Junot, avec Junot à droite là, qui nous fait une sérénade de guitare, voilà. Et puis j'ai fini. J'aurais voulu que les femmes travaillent de l'aiguille, mais elles étaient plus habiles à travailler de la langue. Enfin, elles sont l'âme des conversations. Voilà, je vous remercie. Merci Henri. Tu as été excellent. C'est une conférence atypique. Parce que j'ai été obligé de chercher. J'ai pas trouvé de livre sur les salons sous l'Empire. Enfin. Bon.